Comment ça va? Bon, aujourd'hui on va discuter, vous et moi. On a une conversation très importante à avoir. Je pensais pas faire cette vidéo un jour, ok? J'ai préparé mon café. C'est pour répondre au fait qu'il y a plein de gens qui disent que j'ai l'air très très malheureuse depuis que je suis rentrée au Japon, tout simplement. Et du coup, j'aimerais un petit peu parler de ça et un petit peu parler de si je suis heureuse ou pas ici, de ce qui me rend heureuse, de ce qui me rend pas heureuse et faire un constat général avec vous, histoire de remettre les pendules à 14h. Ça dit pas, c'est pas comme ça qu'on parle. Quoi qu'il en soit, les tritounettes poilopettes, c'est parti. Écoutez, d'où est parti le postulat selon lequel je suis malheureuse au Japon? Je pense que ça a du sens. Déjà, les gens qui pensent que je suis malheureuse au Japon, désolé, je me gratte sur les aisselles parce que je transpire. Ça me gêne, ça me gêne. Il fait très chaud en un coup. Il fait chaud dans cette pièce. J'ai peut-être pas choisi la meilleure pièce. Mais quoi qu'il en soit, du coup, je pense que déjà de base, les gens, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, les gens pensaient énormément que je détestais le Japon. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé d'abord par raconter un petit peu ma vie. Et quand les gens se sont rendus compte, désolé, il y a un camion qui passe derrière. Et quand les gens se sont rendus compte que je parlais pas forcément de façon hyper positive du Japon. En fait, je vais vous dire, j'en ai déjà parlé avec vous ça, mais avant que la trend de dire des choses, comment on dit, débunker des choses, c'est pas débunker, mais c'est dénoncer, même pas dénoncer, juste dire les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression qu'avant que cette trend commence, des youtubeurs qui disent oui, le Japon c'est comme ci, comme ci, comme ça, mais pas forcément de façon positive. J'ai l'impression qu'avant c'était presque interdit de dire des choses négatives sur le Japon. Et je le sais parce que je pense que j'étais, et c'est pas pour me la péter ou quoi, mais je pense que j'étais dans les premières personnes sur le YouTube francophone en tout cas, à oser dire les choses telles qu'elles étaient. Et c'est même pas que j'osais, en fait, c'est juste que je disais les choses telles qu'elles étaient, parce que telles que moi je les avais connues et telles que moi je les avais expérimentées, tout simplement. Et j'avais pas l'impression, moi déjà je suis quelqu'un, j'ai pas vraiment de filtre, j'ai des difficultés à dire quelque chose que je ne pense pas, ou dire quelque chose qui selon moi n'est pas vrai. Et du coup, de base, moi je me suis même pas posé la question de savoir si les gens allaient pas être contents en fait que je fasse les story time ou pas. J'ai juste commencé à faire mes story time et il y avait du positif et il y avait du négatif dedans. Et je pense que les gens, de manière générale, et c'est normal, c'est pas que, c'est moi aussi, tu peux avoir tout un tas de positifs. Si t'as un petit truc négatif dans le tableau, les gens vont retenir le négatif en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube, c'est que les gens ont retenu beaucoup le négatif. Parfois c'était même pas à connotation négative ce que je faisais. Parfois je postais juste une vidéo en parlant des différences culturelles ou je sais pas quoi. Et forcément, c'était directement interprété comme si je parlais négativement. Donc la différence a très vite été assimilée à quelque chose de négatif. Quand on dit que quelque chose est différent, j'ai l'impression pour les gens, en tout cas pour les Français très forts, les francophones je veux dire, ça a été très vite, oui elle dit que c'est différent, elle fait que se plaindre. Je sais pas, j'ai pas l'impression que différent c'est forcément un truc négatif, j'explique juste ce qui est différent entre chez nous et chez eux, sans vraiment... Parfois j'avoue je jugeais un peu surtout au début de ma chaîne YouTube, mais plus le temps avance, plus j'ai appris pas de mes erreurs, mais j'ai appris des choses. Je sais pas comment dire, c'est juste que maintenant j'ai moins de jugement de valeur sur les choses, mais c'est vrai qu'avant j'étais en mode ah c'est différent, c'est incroyable, c'est différent, mais je pense que j'étais plus jeune aussi, j'étais un bébé à l'époque. Mais maintenant je suis en mode, maintenant je suis habituée à ce que les choses soient différentes. Je pense que si j'allais vivre dans un autre pays encore qui est de nouveau différent du Japon, je serais moins choquée en fait par le fait que les choses soient différentes. Parce que, ouais, je pense juste que plus tu grandis, plus tu acceptes que les choses sont différentes dans d'autres pays, tout simplement, et ça te choque moins en fait avec le temps, je pense. Donc j'étais beaucoup plus choquée. Mais choqué, ça veut pas dire non plus... Tu peux être choqué de comment quelque chose est bien, en fait. Tu peux être choqué de comment quelque chose est pas comme ce à quoi tu t'attendais. C'est pas nécessairement négatif, en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc, bref, donc ça, c'était la première chose. Les gens ont commencé par croire que je détestais le Japon, alors que je suis absolument pas d'accord avec ça. J'adore le Japon. Et je pense que dans le fait d'aimer quelque chose, parce qu'il y a aussi une grosse chose à redéfinir à ce niveau-là. Et après, je vais en venir au sujet de est-ce que je suis malheureuse ou heureuse au Japon. Je vais être complètement sans filtre avec vous, je vous préviens. Mais du coup, oui, les gens ont fort associé le fait les gens ont beaucoup vu ça comme si je me plaignais en fait du Japon. Et je suis devenue la meuf qui détestait le Japon. Et en fait, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde évidemment, il y a quelques personnes qui ont dit ça, quoi. On va te dire, hein. Je pense que si tu aimes vraiment quelque chose, justement, et c'est pas genre qui aime bien châtie bien, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense que quand t'aimes vraiment quelque chose, tu le vois avec ses défauts et ses qualités. Voir quelque chose en occultant toute la partie défaut ou en occultant toute la partie qui te plaît pas, parce que c'est pas parce que ça ne te plaît pas que c'est un défaut, soyons très clairs sur ça. Pour moi, c'est pas de l'amour, c'est du fanatisme en fait. T'es fan de quelqu'un ou t'es fan du Japon si tu peux pas accepter le fait que cette personne
personne ou cette chose que tu aimes tant ait des défauts, tout simplement. Alors c'est pas de l'amour. Moi je pense, en tout cas c'est mon avis, moi j'ai de l'amour pour le Japon et je vois les choses qui me plaisent dedans et les choses qui ne me plaisent pas dedans et j'aime le Japon malgré le fait qu'il y ait des choses que je n'aime pas dans le Japon ou des choses qui je sais que sont problématiques. Voilà, je sais pas si ça a du sens hein. Pour moi c'est ça l'amour, tout simplement. Tu n'aimes pas vraiment quelqu'un si tu sais pas l'accepter avec ses défauts et je pense que c'est hyper bateau ce que je viens de dire mais c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, j'ai l'impression. Genre tu peux pas dire dans la même phrase j'aime cette personne mais voilà il a fait une connerie et tout. Ouais bah donc tu l'aimes pas, tu le critiques, tu dis que tu l'aimes alors que tu l'aimes pas. Bah si, enfin reconnaître, aimer quelqu'un malgré le fait qu'il a fait des erreurs ou malgré le fait qu'il y a quelque chose qui te plaît pas forcément chez lui ou chez elle ou chez ce truc, bah c'est une preuve d'amour je trouve. Non ? Je pense que ça apporte une mauvaise conception de l'amour de manière générale et c'est ça qui fait qu'aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés à trouver quelqu'un à aimer aussi. Bon là c'est un autre thème. Hein. C'est le fait qu'on pense que pour aimer, il faut tout aimer chez la personne et qu'il y ait zéro défaut et que tout soit parfait. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas, je pense. Parce que si tu trouves vraiment que tout est parfait chez la personne et qu'il y a rien acheté, il y a rien, tu vois, en fait, ben, c'est déshumanisant parce que c'est comme si la personne devenait le réceptacle de ton fanatisme et n'avait pas le droit à l'erreur. Et qu'à partir du moment où elle fait une erreur, toi, t'es déçu de la personne. Enfin, il y a rien de plus insultant, en fait, que décevoir quelqu'un que tu aimes en étant toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça aussi que je pense que accepter la personne telle qu'elle est, il faut pas te forcer à accepter des choses vraiment que tu pourrais pas accepter, mais je pense que c'est comme ça que tu sais que t'es vraiment amoureux, je pense. C'est quand tu vois les défauts de la personne, tu vois qu'il y a des choses qui vont pas, mais c'est que ton amour pour cette personne est quand même plus important et les qualités de cette personne sont quand même plus importantes pour toi que ses défauts. Et donc tu continues de l'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ça en fait, l'amour. la petite page philosophique signée Zoé, inspirez-vous de moi, coach en séduction, bref. Donc moi, en fait, j'ai toujours eu vraiment de l'amour pour le Japon, vraiment. En fait, j'étais fanatique du Japon et que je suis arrivée au Japon. On va dire que j'étais fanatique parce qu'en fait, je ne connaissais pas les défauts du Japon et il n'y avait qu'une image très lisse qui me parvenait depuis le Japon quand j'étais plus jeune. Enfin, on n'est pas du tout à l'époque des youtubeurs ou des influenceurs qui aiment bien dire les choses telles qu'elles sont en fait. Mais du coup, quand j'ai été, j'avoue que moi j'avais une image très lisse du Japon et quand j'ai été, bah j'ai vu plein de choses où je me suis dit mais c'est pas du tout comme ça. J'ai aimé le Japon encore plus en voyant l'authenticité du Japon, je pense. Et dans cette dans cette authenticité, il y a forcément des choses à connotation négative plus que positive, tout simplement. Et voilà, et j'ai voulu, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, en vérité, je faisais juste des story time sans filtre, et les gens ont commencé à croire que je critiquais le Japon. J'ai même des youtubeurs qui font des vidéos aujourd'hui sans filtre aussi, je pense, qui m'ont appelé à l'époque pour me dire mais comment t'oses parler mal du Japon et tout, t'as pas peur? Et j'étais là mais j'ai pas l'impression que je parle mal du Japon en fait. Enfin oui, je fais du putaclic et tout pour dire le Japon, la vérité, nanana, mais après quand tu cliques sur la vidéo, enfin j'ai pas l'impression que c'est si négatif que ça ce que je dis, enfin je sais pas. Et ouais, en fait tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on dit des choses qui ont une connotation négative ou parce qu'on critique quelque chose que forcément en fait on l'aime pas. Et je parle pas du fait de quelqu'un qui va sur internet dire ouais cette meuf je l'aime pas, elle est trop moche et tout, tu vois. Je pense mais je pense aussi c'est, enfin tu vois, quand les gens ils viennent jusqu'à critiquer quelque chose aussi comme ça, c'est quelque part que ça les intéresse très fort, et l'intérêt c'est aussi une forme d'amour, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait j'allais dire non, c'est pas la même chose avec les gens qui critiquent, mais c'est pas vrai en fait. Je suis sûre que vous êtes des fans, les gens qui me critiquent sur internet, vous êtes mes fans en fait. Non mais c'est vrai, parce que vous ressentez des choses par rapport à moi, et si vos émotions négatives par rapport à ce que je vous renvoie vous mettent tellement en colère, c'est parce que vous n'arrivez pas à accepter que je fasse des choses que vous aimez pas, que je, en tant que personne, fasse des choses que vous aimez pas, je pense. Du coup, je pense que ça prouve aussi que quelque part, vous m'aimez vraiment bien. L'emmerdeuse, tu vois, la chieuse. Ah, pour peu que ça a du sens ou pas ce que je dis, mais je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, quoi. En fait, j'ai juste surfé sur la trend qui s'est créée autour de mes storytime un petit peu catastrophiques sur le Japon. Puisque mes storytime catastrophiques ont commencé sur les chapeaux de roue, avec Rika, avec Monsieur Bonzai, et j'ai continué de surfer sur cette trend-là, sincèrement sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi. Je pense que c'est comme ça un petit peu que la trend des youtubeurs qui ont commencé à dire ouais, ça c'est pas bien au Japon, ouais, regardez, ça c'est pas bien, de dénoncer un petit peu. Je pense qu'il y avait d'autres vidéos avant,
mais c'est devenu une trend parce que j'ai fait des storytime qui disaient, je dis pas qu'ils ont vu mes storytime et qu'ils ont dit ah ben je vais faire la même chose, pas du tout. J'ai juste que les gens ont commencé à vouloir qu'on dénonce et qu'on dise la vérité et je pense que ça a fait du bien aux gens, surtout les gens qui aiment vraiment le Japon, qui sont vraiment attirés par le Japon, qui ressentent de l'amour pour le Japon, pas juste du fanatisme en mode on peut pas critiquer parce que sinon ça brise mon rêve. Je critique pas non plus ces gens-là, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens ont commencé à vouloir ça et il y a une trend qui s'est créée dans le YouTube francophone, je pense, et sur les autres YouTube aussi, ça existait déjà aussi sur les autres YouTube, peut-être, j'en sais rien, mais qui s'est créée pour dire voilà le vrai visage du Japon. Et même, je pense qu'à cette même période, les gens voulaient aussi plus d'authenticité. Je pense que c'est pour ça que ma chaîne, elle avait cartonné dans un premier temps, c'est parce que bah c'était de l'authenticité, c'était nouveau en fait, pas moi, pas que moi, c'était nouveau, mais je pense que c'est pour ça que les storytime et tout ça marchait très très bien à l'époque. Les gens étaient en quête d'authenticité. Et dans cette quête d'authenticité, une chose en amenant une autre, on est arrivé à vouloir connaître un peu plus quelque chose qui se rapproche de la vérité sur le Japon, pour peu que les vidéos qui sont produites actuellement représentent réellement la vérité sur le Japon. C'est pas à moi de juger, c'est pas moi qui vous explique si oui ou non c'est la vérité. Moi je vous partage mon expérience et je pense que c'est ça qui plaît, voilà, tout simplement. Et malgré toutes les choses positives et tout qui peut m'arriver et tout au Japon, je pense que ce qui intéresse le plus les gens, c'est toujours la négativité. Je pense qu'une des seules personnes sur YouTube qui a réussi à percer tout en restant dans la positivité et tout, parce que les gens sont en recherche de négativité énormément, pour peu que négatif veut dire différent, veut dire on parle objectivement de quelque chose, tu vois. La seule personne qui est passée entre les mailles, mais parce qu'elle a bien joué son jeu, tu vois, c'est Lena Situation. C'est une des seules créatrices de contenu qui réussit, je vous en ai déjà parlé, hein, mais qui réussit exclusivement dans la positivité. Et malgré ça, il y a plein de gens qui lui envoient de la négativité justement, en réponse à ça. Parce que les gens sont plus attirés par le négatif. C'est un fait. Et c'est ce qui marche, et voilà. Et donc, c'est pour ça que quand il y a connotation négative, bah les gens cliquent, tout simplement, les gens sont attirés par ça. Je sais pas exactement pourquoi, il y a plusieurs théories sur la question, mais les gens sont plus attirés par les choses négatives de manière générale. Et en fait, c'est pas parce que je fais des vidéos où je vous raconte des choses négatives qui me sont arrivées qu'il n'y a pas des choses positives aussi qui m'arrivent. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu parles pas aussi des choses positives? Mais en fait, je vous les montre sur ma chaîne Flâneuse du Levant, du coup ça s'appelle, c'est une chaîne de vlog en fait qui montre mon quotidien. Je vous montre le positif, je vous montre les choses bien qui se passent, je vous montre le quotidien, en fait, mon quotidien en fait, qui n'est pas juste teinté de négativité et d'horreur et de tristesse et de nanana. Et ben malgré ça, il y a beaucoup de gens qui ont compris le message de cette chaîne là, malgré ça, et c'est normal, mais je voulais juste que ce soit dit en fait que peut-être ça venait du spectateur et que ça venait pas nécessairement de moi, cette négativité, parce que dès qu'il se passe un truc négatif dans mon vlog ou quoi, il y a des gens, pas tous, parce qu'il y a plein de gens qui ont très très bien compris le message de ces vidéos là, qui retiennent que le négatif de la vidéo, même si c'est un tout petit truc qui s'est passé, les gens ne retiennent que ça, parce que j'essaye de faire cette chaîne sans filtre et du coup je dis à peu près tous les highlights entre guillemets, tous les points, tous les grands points de ma semaine. Je dis pas les petits points privés et tout, les petits embêtages ou embêtants, je sais pas comment on dit, ou les petits bonheurs comme ça, mais je dis genre ah oui, le gros point de cette semaine c'est que j'ai été en ville, le gros point de cette semaine c'est qu'il m'est arrivé ça. Enfin c'est neutre, en vérité cette chaîne là, Flâneuse du Levant, elle est neutre, et malgré ça il y a plein de gens qui associent le moindre petit événement négatif de ma semaine, alors qu'il y a eu plein de choses positives, avec le fait oui mais elle est malheureuse, oui mais ça se passe pas bien. Et c'est normal, c'est parce que les gens sont faits, on est faits, vous et moi sommes faits pour capter la négativité avant la positivité et retenir la négativité avant la positivité. Et moi ma théorie c'est que c'est parce que les points négatifs appellent à être améliorés. En fait quand il y a de la négativité, je pense que c'est normal pour l'être humain que ça lui envoie un appel à la correction. Il faut corriger. Alors que quand c'est positif, ça n'envoie pas de message du tout. Voilà, c'est positif, bah y a rien à faire, on laisse ça comme ça. Alors qu'une faute ou un truc négatif ou un problème appelle à la correction. Et donc je pense que c'est pour ça que les gens, et c'est normal, retiennent le négatif. Mais en vérité, si vous essayez de regarder avec un œil objectif, Flâneuse du Levant et tout ça, c'est pas négatif. Globalement, mes vidéos ne sont pas négatives. Mais le cerveau humain, j'ai l'impression qu'on est programmé pour tout de suite capter les choses négatives, parce que ce qui est bon et ce qui fonctionne, bah il n'y a rien à faire par rapport à ça, c'est bon et ça fonctionne, donc on continue comme ça. Ce qui est négatif, ce qui ne fonctionne pas, il faut le corriger. Ça a du sens ou pas? Peut-être que ça n'a pas de sens. Alors maintenant, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'avais une intonation calme, mais je pense que cette intonation calme
elle fait appel pour vous, pour beaucoup de gens, au changement. Et le changement, c'est négatif pour plein de gens, de la même façon que la différence c'est négatif, le changement est négatif. Donc ils entendent quelque chose qui est différent, qui change de d'habitude, et beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Vous avez remarqué ça? Beaucoup de gens aiment bien quand les choses sont tout le temps les mêmes. Et en fait c'est le principe aussi de Flâneuse du Levant, c'est que c'est tout le temps la même chose, Flâneuse du Levant. Mais j'ai commencé avec une voix très très calme, et il y a des gens qui n'ont pas du tout accroché, pour la simple et bonne raison que quand leur confort fonctionne, ils n'ont pas, et c'est normal, quand quelque chose est positif, quand quelque chose fonctionne pour eux, quand ils aiment ça, ils ne veulent pas que ça change. Parce qu'il n'y a rien à changer dans les choses qui fonctionnent, dans l'imaginaire collectif. Et du coup, si pour eux, la chaîne Zoé Vidéo leur plaisait exactement comme elle était, ils vont sur la chaîne Flâneuse du Levant et c'est différent, alors que ça leur plaisait avant. Et du coup, ils vont capter la négativité à travers ce changement. Et dire, ouais mais c'est parce qu'elle a l'air triste, ouais mais c'est pas... Tu vois? Et en fait, je pense que cet affect tristounet que vous ressentez de manière générale et qui vous inquiète, en fait, il vient de vous. Et il vient pas de moi, à travers le regard de tout ce que je viens de vous dire. Et c'est pas du tout une critique, hein. C'est juste, je pense que ça vient, c'est de vous quoi, c'est de vous que ça vient. Cet affect négatif en fait, c'est parce que vous regardez mes vidéos à travers la loupe de la négativité. C'est pas de votre faute, c'est comme ça que ça marche. Mais du coup en fait, non, il y a plein de choses positives dans mes vidéos et tout par rapport au Japon. Surtout sur la chaîne Flâneuse du Levant, encore plus sur les vlogs sur TikTok et tout ça que je fais maintenant, que je commence à poster sur... Il y a une mouche. Et du coup, venons-en à est-ce que je suis malheureuse ou pas au Japon? Alors, bah ça va, j'espère que je vais pas vous décevoir dans ma réponse, mais en fait, désolée mais c'est vrai, le Japon n'est pas parfait en fait. Et il y a des choses qui me rendent malheureuse ici, et il y a des choses qui me rendent très très heureuse ici. Et c'était pareil pour les États-Unis, et c'est pareil pour la Belgique, par exemple. Et c'est tout bête, hein, le fait que mon mari soit pas là, évidemment, ça me rend triste. Ça me rend triste d'être seule. Je suis triste toute seule. La solitude, pourtant je suis quelqu'un de très solitaire, je suis un animal solitaire. La solitude me rend triste parce que il faut pas aller à un certain extrême de solitude en fait, où vraiment t'es juste toute seule tout le temps quoi. Heureusement j'ai ma fille et j'ai des amis et tout, mais c'est vrai que être sans sa famille et juste avec ma fille, ben oui c'est difficile tout simplement. Voilà, c'est pas facile, c'est un fait et du coup oui, je suis triste. Je suis triste d'être seule, c'est dur d'être seule. C'est très dur d'être seule et vous le savez tous très bien. Quand j'ai été à la Médinasia, il y a plein de mamans vraiment seules pour le coup qui sont venues me voir en disant moi aussi je suis toute seule et c'est dur. Et voilà, c'est dur d'être seule et en plus et je suis pas la seule non plus dans ce cas-là. J'ai pas ma famille. Je suis isolée en fait. Les parents de moi qui sont âgés. J'ai pas beaucoup d'aide de nulle part. C'est juste moi qui fais tout toute seule tout le temps. Et voilà, c'est dur quoi de tout faire toute seule tout le temps. Et je pense que même il y a des gens qui se rendent même pas bien compte en fait de ce que ça veut dire tout faire toute seule tout le temps. Je sors jamais le soir parce que le soir je suis avec ma fille, parce que je suis toute seule, parce que personne peut jamais la garder à ma place. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu timidement à aller vers une babysitter, mais je suis quand même très frileuse parce que c'est difficile, parce que Momo et moi on a été conditionnés à être constamment tout le temps ensemble à deux et du coup ouais c'est pas facile. Et puis j'ai bien vu hein, quand je suis rentrée en Belgique, je vois bien mes amis, ma soeur a un enfant maintenant. Ma meilleure amie a un enfant, je sais très bien que dès qu'ils sont fatigués et tout, ils peuvent appeler soit papy, soit mamie, soit papy et mamie d'un côté, soit papy et mamie de l'autre côté, soit le frère, soit la tante, soit la marraine, soit nanana. Et moi je suis toute seule, il y a toujours des options pour les autres pour dire oui je dois aller quelque part, est-ce que tu peux garder? Et ben moi pas, moi j'ai pas ça, moi y a rien à faire, je suis toute seule, donc personne peut jamais garder ma fille à ma place, donc tu m'invites à sortir le soir, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible. Toutes mes soirées, toutes mes matinées, toutes mes nuits, je dois être là, tout, tu vois, je peux jamais demander à quelqu'un d'autre de faire les courses à ma place, je peux jamais demander à quelqu'un d'autre d'emmener ma fille à l'hôpital, de faire un check-up, tu sais, parce qu'elle a un rhume ou un truc comme ça, d'aller chercher un truc à ma place. Je peux pas y aller, tu veux bien le faire pour moi, je peux pas le faire, tu veux bien le faire pour moi. Non, personne peut faire les choses à ma place. Je fais tout toute seule, c'est tout. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si Momo est à l'école et qu'il se passe un truc et qu'on m'appelle, je peux demander à personne d'autre qu'à moi-même d'y aller. Je peux pas demander à mon mari d'y aller, je peux pas demander aux parents de mon mari d'y aller parce qu'ils sont malades. Et voilà, c'est tout. Donc oui, c'est pas facile, mais je vais pas faire semblant que c'est facile. C'est pas facile, c'est une réalité, je vais pas faire genre ça l'est pas. Je suis pas fâchée, hein, mais c'est juste que c'est un fait et c'est super dur. Mais du coup, c'est pour ça aussi que maintenant elle a
a 5 ans, elle commence à être suffisamment grande, bon c'est un grand mot, hein, suffisamment grande pour pouvoir me dire s'il y a quelque chose qui va pas, et du coup c'est là que je commence vraiment à penser à prendre une babysitter. Elle a encore jamais été seule avec sa babysitter et ça me fait très très peur, mais là pour le coup, la semaine passée elle est partie en voyage scolaire, en classe de ski, elle est partie 2 jours et ça s'est très bien passé, et elle m'a raconté, et donc là je commence à me dire voilà, on arrive au stade où je peux commencer, si j'ai envie de sortir avec des gens et tout, je peux prendre une babysitter qui va la garder le soir. Et voilà, une babysitter de confiance. Et voilà, je commence tout doucement à retrouver une certaine vision dans le futur, dans le futur très proche, hein, parce que j'ai déjà pris la babysitter, là elle est partie en voyage scolaire et tout. Je commence tout doucement à retrouver une vision de je peux prévoir des choses le soir, je peux prévoir des choses même le week-end en fait, parce que ma meilleure amie ici elle travaille la journée, tu vois, et du coup les moments où je peux la voir le plus facilement c'est le soir ou le week-end. Mais le soir et le week-end je fais quoi? Je suis avec ma fille, tu vois, donc ouais, si j'ai envie de sortir, ouais, je vais commencer à prendre une babysitter. J'ai pas encore passé le cap, mais si, clairement, là, je commence à proposer des collaborations avec des autres créateurs de contenu et tout, et ben franchement, s'il faut faire garder ma fille, avec cette personne de confiance que j'ai triée sur le volet, là, ben je pense que je passerai le pas, clairement. Si demain, il y a une collab et que normalement, c'est le week-end, ou normalement, c'est à un moment donné où je suis avec ma fille, ben clairement, je vais prendre une babysitter. Parce que là, c'est juste plus possible. Enfin, je dois... c'est trop dur. C'est trop dur. Et c'est pas de sa faute à elle, c'est un ange, hein, mais c'est trop dur, clairement. Du coup, oui, voilà, tout simplement, c'est pas facile. C'est un fait, et c'est la vie, et c'est comme ça. Et ça va pas durer ad vitam aeternam non plus. Mon mari va revenir, j'espère, à un moment donné. Il va revenir, c'est sûr, et les choses vont s'améliorer, c'est sûr. Et voilà, c'est tout, enfin, c'est tout. Mais oui, c'est pas facile. Et du coup, on me voyait toute seule, et c'est pas facile. Mais sinon, oui, et qu'est-ce qui est pas facile d'autre? Je vous en parle tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui est pas facile au Japon, qui me rend malheureuse? Parce que oui, ça me rend malheureuse, clairement. Mais ça veut pas dire que je suis malheureuse tout le temps. Je suis dans un état malheureux. C'est pas. Il y a plein de choses qui me rendent heureuse au Japon. Donc je vais vous le dire aussi. Hein, je vais commencer par ce qui me rend heureuse, peut-être. Du coup, qu'est-ce qui me rend heureuse au Japon? Bah déjà que j'adore la culture, j'adore la langue japonaise, j'adore les codes sociaux japonais, même si en fait je les critique même pas. Ils sont difficiles à vivre, mais j'adore le fait qu'il y ait des codes sociaux. J'adore observer ça. Vous savez que je suis passionnée par tout ce qui est la société, les humains, de la psychologie. Je sais pas si je suis passionnée de psychologie, mais bon, t'as compris. Je pense que ceux qui me connaissent savent. Sur la chaîne, je veux dire. Je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Et ouais, moi j'adore être au Japon, j'adore ça. J'aime vraiment bien être au Japon. C'est quelque chose que je ressentais pas aux États-Unis. J'étais pas contente d'être aux États-Unis. Je suis contente d'être au Japon. Quand je suis chez moi, je suis contente d'être là. Quand j'étais aux États-Unis, je me disais « Oh, j'ai pas envie d'être aux États-Unis ». Et ça n'avait rien à voir avec le pays, hein. C'est juste que j'avais pas envie d'être là. Les États-Unis, ça ne m'intéressait pas, les États-Unis en fait. Et je serais plus contente d'être en Belgique aussi, en me disant « Ah, je suis contente d'être en Belgique ». Mais la Belgique, ça m'intéresse pas aussi, tu vois. Je suis vraiment intéressée par le Japon. Mais je serais contente d'être en Belgique parce que je me dirais « Oh, je suis en Belgique avec ma famille et tout », tu vois. Quelque chose que peut-être beaucoup de gens prennent pour acquis quand ils vivent pas dans un pays étranger. Que quand tu rentres dans ton pays d'origine, t'es là, oh, je suis content, je suis chez moi, tu vois. Donc ouais, moi je suis contente d'être au Japon parce que j'aime le Japon, j'aime l'ambiance au Japon, ça c'est un point positif. J'aime la culture, je suis vraiment très... Vous le savez, je pense que vous le voyez, si vous regardez ma chaîne Fleuneuse du Levant, je pense que vous le voyez aussi, que j'aime parler avec les gens, que j'aime pratiquer la langue japonaise et la culture japonaise. J'aime ça, je trouve que c'est beau et je trouve que c'est intéressant. Vous le voyez, tout simplement. Je pense que vous le voyez, vous devez juste regarder ma chaîne et vous le verrez. Ensuite, qu'est-ce que j'aime au Japon? Bon, ça c'est le truc un peu bateau, mais c'est vrai que la sécurité, pour moi, c'est vraiment pas négligeable quand on est une femme. Je trouve que c'est vraiment pas négligeable la sécurité au Japon. Ça sert à rien de venir me dire en commentaire, oui mais tel youtubeur a dit que, et c'est pas du tout pour jeter la pierre au youtubeur en question, c'est vraiment vous le problème. Hein. Les gens qui disent ça, c'est vous le problème, c'est pas les youtubeurs en question, que ce soit très clair. Oui, mais tel youtubeur a dit que. Donc tel youtubeur, qui est un homme, a parlé des femmes et il a dit que les femmes se sentaient quand. Vous voyez qu'il y a un problème. Moi, je suis une femme, je vis au Japon. J'avais déjà vécu au Japon avant. Je suis mariée avec un japonais.
j'ai une petite fille, une fille, d'accord? Pas un petit garçon, j'ai une petite fille. J'ai vécu entre le Japon et les États-Unis pendant des années. Je suis là. Tu vas pas remettre en question ce que je suis en train de te dire maintenant en fait. Parce que un youtubeur a dit que. C'est moi qui parle maintenant, ok? Laissez les femmes parler des femmes en fait. C'est trop bizarre dit comme ça, mais c'est vrai, laissez-nous dire ce qu'on sait parce qu'on le vit. On n'a pas besoin de voir vos chiffres, on n'a pas besoin de voir une étude qui a été écrite par un homme sur la question. Laissez-nous parler en fait de notre expérience, de ce qu'on vit tous les jours au quotidien. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que ça. Même c'est plus vrai qu'une étude qui a été attestée, c'est l'expérience personnelle de quelqu'un parce qu'il l'a vécu. Donc laissez-nous ça en fait. Juste ça. S'il vous plaît. Est-ce que c'est trop vous demander? Donc, la sécurité pour moi c'est un énorme plus. Pour une femme c'est hyper important je pense parce que, désolé mais c'est vrai, on fait partie des groupes sociaux qui est le moins en sécurité dans la rue et encore plus pour les femmes handicapées, les femmes de couleur, en fonction du physique aussi, tu vois, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire que tu es encore moins en sécurité que simplement d'être une femme, mais bref, on fait partie de ce groupe social quand même où sortir le soir c'est compliqué, ça fait un petit peu peur et il y a des choses qui font peur quoi, tout simplement en tant que femme, et le fait de pas avoir ça quand on est au Japon, c'est un énorme plus je trouve. Alors maintenant, d'expérience personnelle, et aussi je vais vous dire, c'est pas parce qu'on dit qu'on se sent plus en sécurité dans un pays qu'il y a zéro crime et il y a jamais rien qui se passe. Parce qu'en fait, je sais pas, parce qu'en fait il y a le même problème avec la criminalité, tu vois, je me souviens. J'ai eu cette discussion quand j'étais en Belgique avec ma maman et ma sœur. On parlait de la criminalité parce que ma sœur avait vu un article qui disait qu'il y avait plein de suicides et tout nanana, et j'ai répondu oui, et il y a de plus en plus de gens qui perdent la boule, surtout pendant la pandémie, les gens perdaient vraiment la boule quoi. Tu les voyais presque se taper la tête contre les murs en pleine rue. À cette époque-là, ils allaient comme ça, et je pense que tu vois encore un peu des gens comme ça qui ont été très très traumatisés par le Covid, et comme chez nous, hein, on a aussi été traumatisés je pense. Et en fait, j'ai expliqué, oui, en fait, il y a une augmentation de la criminalité au Japon et tout. Alors elle dit, mais pourquoi du coup t'as voulu retourner au Japon? Je dis, oui, mais il y a aussi une augmentation de la criminalité en Belgique et aux États-Unis. Et donc, quand tu pars du principe que le Japon est un des pays les plus safe, tu dis pas qu'il y a zéro crime, même si c'est ce que les gens comprennent. Tu dis pas qu'il y a zéro crime. C'est genre si t'as 1% de crime au Japon, ça veut rien dire comme chiffre, mais t'as 1% de crime au Japon, t'as 5% de crime en Belgique et t'as 6%, on va dire 20% de crime aux États-Unis, le Japon reste quand même le plus safe. Et la Belgique est pas beaucoup plus dangereuse que le Japon, mais elle reste plus dangereuse que le Japon. Et si ça augmente avec le temps, le Japon monte à 3, la Belgique monte à 10, les États-Unis montent à 50, il y a quand même une augmentation de la criminalité au Japon, mais ça veut pas dire que ça reste pas l'endroit le plus safe, le plus sécuritaire. Enfin, je sais pas, pour moi c'est de la logique de base, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ça leur échappe un peu. Donc, je pense que c'est important de le dire. Donc ouais, cette sécurité-là, le fait de chercher l'endroit où je me sentirais le plus en sécurité, c'est quand même important, je trouve, et c'est important pour ma fille aussi. Donc ça, c'est un truc très très positif, le fait de sortir le soir et de me sentir bien, le fait de pas avoir peur de manière générale, d'avoir au moins beaucoup moins peur que dans les autres pays dans lesquels j'ai vécu jusqu'à présent. Pour moi, c'est vraiment pas négligeable. Voilà, ça me rend heureuse. C'est des choses qui me rendent heureuse d'avoir moins peur, en fait. Autre chose que je trouve hyper positif au Japon aussi, dont j'ai énormément souffert aux États-Unis, c'est le fait que les gens font bien les choses. Encore une fois, quand je dis que les gens font bien les choses, ça arrive que les gens fassent mal les choses. Mais ça n'empêche que, proportionnellement parlant, basé sur mon expérience personnelle, je trouve qu'au Japon, les choses tournent très très bien. Et c'est très très rassurant pour moi en fait, ça enlève énormément mon anxiété. Pour vous dire, quand je vivais aux États-Unis, j'ai développé un trouble de l'anxiété très très extrême pour plein de raisons, et une des raisons c'est que rien ne tournait en fait, rien ne fonctionnait. Même les actions les plus basiques du quotidien, ça ne fonctionne pas correctement. Tu vas aller au restaurant commander un truc, ils vont t'apporter ta commande 4 fois, ils vont 4 fois se tromper de commande. Ils se trompent 4 fois dans la commande. Tu vois, vraiment, ils se trompent tout le temps dans les commandes et tout. C'est beaucoup plus rare au Japon. Les choses fonctionnent, quoi. Les choses, quand quelque chose doit être fait, c'est fait. Et c'est très bien. Maintenant, ça s'applique aussi à moi. Moi aussi, quand les choses doivent être faites, je dois les faire. C'est un fait. Faites. Ça fait beaucoup de fêtes. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à vivre parce que le Japon est dans cet extrême de faire les choses bien et de juger les personnes qui ne font pas les choses parfaitement bien. Je parle de façon très extrême, hein. Je prends pas du cas par cas, je fais une généralité. Et en fait, toi, quand tu vis dans la société japonaise et que tu fais partie à part entière de la société japonaise, quand je dis faire partie à part entière...
être faire partie, je sais pas comment on dit, mais on va dire que je suis une partie à part entière de la société japonaise actuellement. Pourquoi ? Parce que j'ai mon logement, parce que je paie mes taxes, parce que j'ai une petite fille moitié japonaise, je sais pas si c'est correct de dire moitié japonaise, mais bon, j'ai une petite fille moitié japonaise qui va dans une école japonaise, que je dois élever comme un petit membre de la société japonaise. Je suis mariée avec un japonais, qui du coup, je dois respecter les règles dans la famille japonaise. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, quand tu es membre à part entière de la société japonaise, quand t'es pas juste un étranger ou une famille d'étrangers au Japon, l'expérience elle est complètement différente, je pense. C'est normal. Je connais des gens, ils vivent complètement en marge de la société japonaise. Enfin, j'en connais pas beaucoup, mais tu vois, un couple d'étrangers, c'est des Américains, ils sont américains, ils ont un enfant américain, forcément, puisqu'ils sont tous les deux américains. Donc déjà, là, ça coupe par rapport au reste, parce que même si t'es né au Japon et tout, t'es toujours coupé par rapport au reste de la société, rien que par le délit de faciès. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, les attentes sont différentes. Hein. Quand t'as un enfant blanc et quand t'as un enfant métis, les attentes sont pas les mêmes. C'est très problématique, hein, mais c'est comme ça. Et alors eux, du coup, ils sont américains. Leur petite fille va dans une école internationale, ils vivent dans un quartier américain, près de la base américaine, en fait ils vivent près d'une base américaine, et voilà, ils vivent leur petite vie comme ça, ils parlent pas du tout japonais, ils savent dire bonjour, merci, au revoir, ça fait 4 ans qu'ils sont là, tu vois, et voilà. Enfin, t'as des gens, ils vivent leur petite vie comme ça, tranquillou. Et c'est pas mon cas, parce que je dois répondre à des critères qui sont stricts, et je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire « Oui, mais tu pourrais choisir de pas répondre à ces critères, nanana. » Moi, je trouve que ça fonctionne pas comme ça. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais ma théorie, c'est que si la société japonaise est aussi confortable à vivre pour les étrangers, c'est parce que les Japonais font l'effort de suivre toutes ces règles et tout. Si eux commençaient à être individualistes comme nous on l'est, pas que ce soit une mauvaise ou une bonne chose, hein, vous noterez qu'il n'y a aucun affect autour du mot individualiste quand je le prononce, hein, j'essaie pas de dire individualiste ou individualiste, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais si tous les Japonais devenaient individualistes comme nous on l'est dans la société occidentale, ce serait le bordel, ce serait pas aussi confortable que ce que c'est aujourd'hui pour nous. J'estime qu'en tant que membre, entre guillemets, à part entière de la société japonaise, j'estime que c'est de mon devoir aussi de faire en sorte que ma présence dans la société participe activement à cet esprit de collectivité. Et c'est beaucoup de pression parce que de un, je l'estime, mais de deux, en fait, si je le faisais pas, je pense même que si j'étais pas comme ça, question de personnalité, tu vois. Moi, je suis désolée, tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu respectes les règles de la maison de quelqu'un. C'est par principe, en fait. Et si la maison est propre et confortable, c'est parce que les gens la tiennent propre et confortable. Donc si toi, tu veux vivre dans la maison de quelqu'un et que tu commences à foutre le dawak, tu dis, mais non, c'est pas grave de pas nettoyer, tu mets trop la pression et tout, même si c'est pas grave, oui, c'est pas grave, mais après, toi, tu dis, dans le même souffle, tu dis, oh, c'est vraiment trop bien ici, cette maison est trop propre. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie derrière tout le temps. Donc, santé. Donc je pars de ce principe-là aussi, le premier principe. Et après, je pourrais vous faire une vidéo plus approfondie sur la question, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Et c'est beaucoup de pression aussi parce que j'ai ma famille aussi derrière. Tu vois, ma famille japonaise, du coup, derrière, j'ai mon mari. Je suis censée élever ma fille de façon correcte parce qu'elle est censée faire partie de la société japonaise après. Comment tu veux qu'elle se développe bien et qu'elle se fasse des bonnes relations, des bons amis et tout, si je l'élève vraiment complètement comme une étrangère? C'est pas possible. Parce qu'elle l'est pas, tu vois. Elle est moitié japonaise, c'est un fait. Je peux pas faire autrement. Donc je dois l'élever avec ma culture, mais aussi de la même façon, en fait, c'est pareil avec les langues, en fait. Je l'élève dans le français et dans le japonais. Vous le savez, vous le voyez, c'est la raison pour laquelle elle est trilingue aujourd'hui. C'est parce que je fais cet effort-là, c'est tout. Et je jette pas la pierre aux personnes qui font pas cet effort-là. Mais oui, c'est fatigant, c'est vrai, je suis fatiguée. Et c'est dur, c'est pas facile. Mais c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas facile, oui je suis fatiguée, c'est fatigant de faire tout ça. Mais c'est pas grave parce que j'aime faire ça. Je suis contente des résultats, moi je suis bien ici. Je suis contente que le fait de faire partie à part entière de la société japonaise me permette d'apprendre et de découvrir plein de choses qui sont complètement inaccessibles du quotidien, hein, aux touristes par exemple, ou aux gens qui vivent dans leur bulle, ou aux gens qui parlent pas japonais, ou aux gens qui n'aiment pas forcément le Japon et tout, tu vois. Moi je suis contente de pouvoir, ou des gens qui n'ont pas d'enfants, parce que par exemple toute la vie de l'école, tu vois, c'est quand même un point très très important de la société japonaise, hein, on est d'accord, l'école c'est le pilier d'une société, les écoles, tout ça.
Donc je suis hyper contente de pouvoir faire partie de ça. Donc ça, c'est positif. J'apprends plein de choses. Je suis contente de connaître la société japonaise de cette façon-là. Vraiment. Même quand je le dis comme ça, j'ai l'impression que j'ai l'air fâchée. Mais en vrai, je suis vraiment contente. Je suis heureuse de ça. Donc c'est difficile, mais je suis heureuse. Donc ça me rend heureuse, mais c'est pas forcément hyper facile, quoi. C'est tout. Les choses maintenant qui me rendent pas heureuse ici, enfin les choses qui m'apportent pas vraiment du bonheur, c'est par exemple, je trouve que la nourriture est pas très variée au Japon. Moi j'ai un peu du mal avec la nourriture japonaise. J'ai jamais été une grande fan de nourriture japonaise. J'aime les sushis. C'est tout, j'aime les sushis. Je pense que c'est le seul truc que j'aime vraiment bien dans la nourriture japonaise, c'est les sushis. Le reste, les ramen, vraiment ça me... les okonomiyaki, vraiment pas. Les champon, les gyoza, c'est gras. Les nabés, j'aime bien, mais les nabés, c'est cher parce qu'il y a des légumes et que ça coûte cher. Tu manges pas ça tous les jours tranquillou bilou posé chez toi. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec la nourriture et c'est vrai que ça peut donner l'impression que je suis pas hyper contente, tu vois. Donc souvent quand vous me voyez au resto et tout, vous voyez que j'essaie quand même de manger des trucs. Ça m'arrive de manger je mange ce qu'il y a, quoi. Mais en général, j'essaye d'aller plutôt pour d'autres cuisines que la cuisine japonaise, typiquement japonaise, quoi. C'est sûr que la nourriture, moi, j'ai un peu difficile. Surtout le kombini, j'ai un peu difficile. La nourriture au kombini, je veux dire, hein, parce que vous allez dire, oui, mais la nourriture au kombini, elle est extra, ouais, elle est bourrée de produits chimiques dégueulasses. Non, franchement... Merci quoi, mais non merci. Donc j'ai un peu difficile avec ça. Et la nourriture, c'est très très important dans la vie. Et j'ai difficile à me nourrir, quoi. C'est difficile à trouver ce que j'ai envie de manger tous les jours. Je me lève le matin et je sais pas ce que j'ai envie de manger. Alors du coup, je bois du café avec plein de lait. Et je mange des bonbons et des gâteaux. C'est les seuls trucs que je trouve vraiment vraiment bons. C'est affreux. Même le pain est pas bon ici. Bref, c'est affreux. Non, vraiment la nourriture, c'est vraiment pas mon truc ici, c'est certain. Franchement, c'est tout. En fait, je vis beaucoup de pression sociale. Je dis pas que si vous venez au Japon, vous allez vivre de la pression sociale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, hein, en vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la même personnalité que moi, à ce niveau-là, de vouloir rentrer dans les codes de la maison dans laquelle tu vis, en fait. Pour moi, ça coule de source. Enfin, ce serait le Japon, ce serait la Chine, ce serait le Mexique, ce serait... n'importe où, en fait, si c'est un choix, j'ai choisi de vivre là, je respecte les codes, quoi. Enfin, je suis désolée. Donc c'est énormément de pression sociale parce qu'il y a énormément de codes. Mais d'un autre côté, je suis contente de respecter ces codes-là parce que je suis contente de faire partie à part entière de la société. Pour peu que ça ait du sens ou pas ce que je dis. Mais je pense que c'est tout, en fait. Je pense qu'au niveau les choses qui me plaisent vraiment, vraiment pas au Japon, c'est vraiment... J'ai difficile avec la nourriture et j'ai difficile avec les codes. Et... j'ai difficile avec les codes. Non, c'est juste beaucoup de pression, constamment. J'ai beaucoup de pression de devoir tout faire exactement bien comme il faut parce qu'on est au Japon et parce que j'ai pas envie que ça se répercute sur ma fille. J'ai envie que les choses tournent, en fait. Le Japon tourne parce que les gens le font tourner, tout simplement. Et le fait que mon mari soit pas là, quoi. Ouais, c'est les 3 gros points qui sont pas des moindres, surtout le dernier, là, que je viens de citer, qui font que oui, je suis pas au top du bonheur au Japon, mais ça n'empêche que je suis très contente d'être là, que j'adore la culture japonaise, que j'adore le Japon, que j'adore mes amis ici, que j'adore les gens que je fréquente ici, que ma fille est très très bien ici. Il y a plein de choses à faire au Japon, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est le fait qu'on puisse aller au karaoké, puis on peut aller au manga café, puis après on peut aller à la salle d'arcade, tout est très très proche, tous ces petits trucs là, ça j'aime vraiment bien. Puis t'as un centre commercial à côté pour aller te promener. Il y a plein de choses à faire au Japon, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup du coup la sécurité, le fait de me sentir beaucoup plus en sécurité au Japon que dans n'importe quel autre pays dans lequel j'ai vécu. Et j'aime beaucoup la culture, en fait, j'aime beaucoup être dans ce pays. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça vous rassure. Donc vous voyez, je suis pas au top du bonheur, mais je suis pas au top du malheur non plus. Je suis pas genre misérable, en fait. Tout simplement, je suis pas misérable. C'est juste que je pense que vous savez que c'est pas facile. Vous êtes pas bête non plus, hein. La plupart d'entre vous sont... Vous voyez, hein, même dans mes vidéos flâneuses, vous voyez quand c'est pas facile, mais vous voyez aussi quand je m'amuse bien, quand je mange quelque chose de bon, quand je suis avec des amis, que je rigole, quand je fais des activités. Vous le voyez aussi, donc, mais je pense que vous retenez surtout le négatif et en fait, ça vient pas de moi, ça vient de vous. Et c'est tout à fait normal, mais voilà, ça changerait en résultat. Donc j'espère que ça a un petit peu répondu à votre question et j'espère que ça vous a un petit peu rassuré. Parce qu'en vérité, je suis vraiment pas malheureuse comme les pierres, comme beaucoup de gens ont tendance à penser. Je suis malheureuse, mais genre je suis malheureuse 50-50. Je suis malheureuse 50, je suis heureuse 50. Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de savoir que tout va bien, que ma fille est en bonne santé.
Et il y a plein de choses à faire, je retrouve des amis. Je suis contente d'être au Japon parce que maintenant je peux faire des collaborations avec plein de gens et tout pour le boulot et tout, ça m'aide aussi énormément d'être là. Enfin mon business a super bien repris depuis que je suis là, donc ça c'est vraiment c'est non négligeable aussi. Je peux rencontrer des youtubeurs Japon et tout, je peux leur parler. Enfin avant je me rends bien compte que j'étais vachement isolée parce que bah, les youtubeurs savaient que j'étais à l'autre bout du monde. Et du coup, bah, ça servait à rien de me contacter, alors que maintenant, ils commencent à me dire « Ouais, je suis de passage à Tokyo, viens, on se voit et tout, nanana. » Vas-y, grave, fou, tranquille. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la question et que vous avez moins... et que vous êtes rassurés. J'espère que vous avez appris des choses peut-être dans cette vidéo, je ne sais pas. Et si vous avez des questions, allez-y, posez-les. J'en ferai des thèmes de vidéos, je suis à fond là-dessus. Donc si vous me dites, Zoé, est-ce que tu peux parler un peu plus précisément du thème que tu viens de mentionner dans ta vidéo là maintenant vas-y, dites-le. Si vous voulez que je vous parle plus en profondeur du fait d'être une femme au Japon en 2024, plus en profondeur de la sécurité au Japon, de comment moi je le vis, des relations avec ma famille ou je sais pas, n'importe quoi. Franchement, allez-y à fond de balle, j'attends que ça. Et je vous fais des bisous. Mouah.